Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité de ce dimanche, que d'émotions au retour de Keiko Chen. Partie plus de 4 ans pour soigner sa leucémie, la jeune Tahitienne retrouve les saveurs de son île. Ce matin, elle était au marché de Papeete. Renouer avec les pratiques ancestrales, c'est tout l'objectif du festival proposé aujourd'hui à Te Vaiuta. Sculpture, dressage, navigation, quelques-unes des activités proposées par le centre culturel Arioi. Ne manquez pas le dossier de ce journal consacré aux prisons de Polynésie française. Le député Steve Chailloux a constaté quelques timides améliorations à Nutania. Dans notre page Tuaro Sport, nous irons du côté de Hitia'a pour le semi-marathon. Nous reviendrons aussi sur la Hawaii Kinuiva à Solo avec le portrait du vainqueur. Et enfin, la jeunesse ne sera pas oubliée avec un focus sur le petit Aumana Besser, espoir du motocross. Et c'est Alihoetif Afana qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour parcourir l'actualité sportive du week-end. Autre rendez-vous dominical fait noix d'avant nous emmènera 25 ans en arrière. Nous irons du côté du Motu Otepipi à Rangiroa où le rahui n'était pas un vain mot. Vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, Keiko Chen est enfin de retour après un long parcours médical dans l'Hexagone. À seulement 15 ans, elle a mené un combat contre un cancer du sang. Très entourée par sa famille, Keiko fait son grand retour à Tahiti, heureuse d'être enfin guérie. Après une journée de repos hier, elle a accepté de partager un moment avec Ismaël Tahiata et David Chang au marché de Papeete. C'est un lieu qui lui est familier. Un sol qu'elle n'avait pas foulé depuis 4 ans maintenant. Au marché Mapurua Praita, Keiko n'a pas perdu ses repères. D'un pas décidé, direction la poissonnerie pour commencer. Ce n'est pas fini. Encore quelques plats à acheter et la liste sera complète. Aujourd'hui, Keiko peut à nouveau manger ce qu'elle veut. Ce n'était pas le cas lors de son Evasan en 2019. S'en suivront une greffe de la moelle épinière, 4 années de soins et une diététique alimentaire de fer. Tout ce qui était cru, saucisses sans fromage, tout ce qui est frais, elle ne peut pas manger de frais. Même des choses spéciales comme des assaisonnements, comme par exemple l'herbe de Provence. C'est simple, hein? L'herbe de Provence, ça ne pouvait pas, c'est interdit. L'histoire de Keiko a ému la Polynésie. Plus encore, ceux et celles qui l'ont bien connue. À Rimatara, elle était encore toute petite, elle n'était pas encore bien malade. Après, j'ai su qu'elle est partie. Ça, c'était un beau souvenir. Malade et qu'elle allait partir et voilà, comme ça, ça m'a beaucoup touchée. Je l'ai suivie jusqu'à la fin, jusqu'à son arrivée ici. Le dimanche, c'est Tahiti pour toute la famille, traduisé par repas tahitien. Quand on a grandi aux Australes, il ne peut en être autrement. Sa maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir. C'était au début, c'était vraiment... je souffrais quoi, physiquement, notamment je ne savais pas si j'allais vraiment m'en sortir ou pas. Mais au final, je suis là, je suis arrivée et j'arrive toujours pas encore que je suis ici. Vu qu'elle a été greffée d'une moelle osseuse, et tous ceux qui sont greffés doivent être suivis pendant 5 ans. Et pourquoi 5 ans? C'est pour savoir si toute la maladie revient entre-temps ou pas. Après 5 ans, normalement, c'est fini. Cette femme de 18 ans a une famille en or. Sans elle, Keiko ne serait sans doute plus là. Les chants de Rimatara, son île natale, lui rappellent à quel point elle est bénie. Après Huahine l'année dernière, les acteurs du centre culturel Arioi ont convié cette fois les enfants et la population de Te Vaiuta à renouer avec les gestes du passé, comme le tressage, les sports traditionnels ou la navigation. Une délégation néo-zélandaise était aussi de la partie. On voit cela avec David Chang, Lorenzo Marama et Jacques Damour.
Une journée pour faire plonger ses visiteurs au cœur de la culture polynésienne. Des petits stands variés, des cours accélérés, le but, faire connaître ces pratiques, mais aussi rapprocher les Polynésiens de leur culture. C'est important pour vous? Oui, parce qu'on est polynésien et que c'est ancestral et depuis toujours on a eu ça. Originaire de Rurutu, je pense que c'est pratique de transmettre notre culture, c'est inné, je pense. Et pour moi, c'était un retour à la culture, le fait d'intégrer le centre culturel Arioi. Ici, à la tête de chaque stand, on affiche une joie de vivre et un sourire communicatif qui attire même les élèves les plus improbables, comme cette classe de 8 élèves, des garçons qui viennent de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande pour apprendre le français et la culture locale. C'est la cerise sur le gâteau. On est là pour voir comment la culture maori, ça se rassemble bien sûr à tahitien, parce qu'on fait le rapprochement maintenant. C'est très important dans les lycées et les écoles en Nouvelle-Zélande pour voir, pour retracer nos pas ici à Tahiti. Une très bonne nouvelle pour Ngangariki Raveino qui voit son apprentissage dépasser les frontières polynésiennes. L'occasion aussi de voir comment les cousins néo-zélandais se débrouillent dans les jeux polynésiens ancestraux. Ils sont très doués, les néo-zélandais. Ce matin, on a eu des jeunes quand même doués. J'en ai vu qui lançaient plus fort que d'habitude. Enfin, c'est pas tout le monde qui lance comme ça. Du coup, ouais, ils sont très doués les jeunes. Au-delà de leur objectif attractif, ces activités vont permettre à ces jeunes bénévoles de vivre peut-être de leur passion. On commence à repérer des pépites, notamment sur le patiafa. C'est un jeune au fait dont la famille fait déjà du patiafa. Mais maintenant on lui dit, tu sais que tu peux en vivre si tu justement prépares ton matériel, fais en sorte d'être à la rencontre du public, de donner un rendez-vous, les gens seront là. Après sa première édition à Huahine l'an dernier, l'association souhaite continuer à promouvoir la culture dans les communes éloignées, avec peut-être l'aide de nouvelles municipalités. Il y a 3 ans, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la France pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Parmi les prisons visées, celle de Nutania. L'ouverture de Tatutu en 2017 a permis une amélioration de la situation à Tahiti. Mais quid des centres de détention de Raiatea et des Marquises? On fait le point grâce au dossier signé Kaline Liénard et Patita Savea. Petites cellules de 5 mètres carrés. La télé, ce n'est pas la grande nouveauté, mais être seul dans une pièce de 5 mètres carrés, la voilà l'amélioration. Auparavant, ils étaient 2 ou 3 en cellule simple et jusqu'à 5 détenus en cellule double. Une surpopulation carcérale dénoncée par la Cour européenne en 2020. Nutania avait été qualifiée de honte de la République. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes maximum dans les cellules. Et pareil, avec lavabo pour certaines cellules, alors pas toutes, mais salle de bain, douche dans toutes les cellules. Toutes les cellules ont un frigo, ce qui n'est pas la norme pénitentiaire. Normalement, il n'y a pas de frigo, les détenus. Nous, on les a installés, bouilloire également. Vous avez un nombre de places théoriques qui, pour l'ensemble de Nutania, est de 170 places. Pour le quartier homme, de 107 places. On a bien sûr plus de 170 détenus, puisque en moyenne, on est entre 190 et 200 détenus. Donc il y a forcément une surpopulation. Néanmoins, nous essayons, avec les transferts vers Tatutu, de ne pas dépasser la surpopulation au-delà de 120%. Le grand changement est plutôt dans le quartier des femmes, déménagé un peu plus haut dans un bâtiment rénové en 2019 pour installer douche et toilettes dans chaque cellule. Chez les hommes, 6 millions de francs ont été investis dans la salle de sport pour le nouveau matériel et l'isolation du plafond. En 2022, les conditions étaient les mêmes. Bon, je remarque qu'aujourd'hui, ils ont changé la peinture, mais je suppose que c'est lié aussi à des moyens qu'ils n'ont pas nécessairement. C'est lié aussi à la configuration même de la prison qui a été construite dans les années 70. Et donc, il y a un véritable travail de réflexion sur peut-être dépasser le centre de Nutania et puis construire encore une nouvelle prison ou refaire cette prison parce qu'effectivement, plus de 40 ans aujourd'hui, ça se ressent dans les murs. Les projets de rénovation à Nutania concernent principalement la cuisine et l'unité de soins. Ils sont en attente de budget. Il faut refaire les cuisines parce que le sol est complètement délabré. Il y a aussi les cellules sont très exiguës. Mais absolument tout est à refaire, l'hygiène et tout. Il y a eu un projet de relocalisation de l'unité sanitaire. Donc
Et là, je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on est juste sur des études d'impact et des études de réfection. On souhaite aussi rénover le sol des cuisines puisqu'il y a une grosse problématique sur le sol des cuisines et également des petits travaux de rénovation sur les locaux occupés par les personnels. Damien Pelen gère également les centres de détention de Teiohae aux Marquises et de Uturoa à Reiatea. Sur Uturoa, on travaille sur un projet de restructuration de l'établissement avec la création d'une zone parloir et de locaux pour les personnels qui sont aujourd'hui quasi inexistants. On est sur des dépôts de permis de construire et des procédures administratives, donc là, je n'ai pas de date à vous donner. Et pour Teiohae, par contre, là, nous sommes sur une rénovation de la cuisine occupée par les personnes détenues et les matériaux sont en cours d'achat, donc ça va se faire, espérons-le, d'ici la fin 2023. Une nouvelle cuisine pour les 5 détenus des Marquises, ce n'est pas trop tôt quand on sait que le plus ancien centre de détention de Polynésie française s'est ouvert en 1846 à Teiohae. Allez, place au sport maintenant avec notre page Tout Aro Sport. Une actualité sportive particulièrement riche ce week-end. Arihoe Tefafana est avec nous pour en parler. Bonsoir Arihoe. La Fédération d'athlétisme était sur le pont aujourd'hui. Bonsoir Sybelle et bonsoir à tous. Damien Trocnet est de plus en plus dominant sur le semi-marathon. Le triathlète a battu son record personnel ce matin à l'occasion du championnat de Polynésie à Hitia'a. Il a survolé la course et conserve ainsi sa couronne. Chez les femmes, petite surprise avec la victoire de Pauline Moreau devant Lauriane Biche. Les détails avec Marouki Duri. 7h du matin, conditions optimales, 89 coureurs au départ. Sa foulée, supersonique, lui permet de dominer ses adversaires. Sur ce semi-marathon, Damien Trocnet n'a jamais été inquiété. Il faut dire qu'avec une moyenne à plus de 17 km/h, il était impossible d'aller le chercher. Derrière, le paquet de poursuivants tente de gérer au mieux le vent de face qui frappe la côte est de Tahiti. Allez les gars, on arrive, ravitaillement et bientôt la moitié du semi. Damien Trocnet qui mène actuellement, il a déjà fini les 3/4 de la course, donc il va être ici dans une vingtaine de minutes pour l'arrivée, même un peu avant. Et chez les filles, c'est Lauriane Biche qui favorite aussi, donc qui mène la course. Chez les femmes, Lauriane Biche prend donc les commandes, mais à quelques foulées de la championne en titre, Pauline Moreau ne lâche rien. Chez les hommes, le plus dominant, c'est bel et bien Damien Trocnet. 3 minutes 30 secondes de moyenne sur 1000 mètres, le sociétaire du VSOP Moz Team avale les 21 km en 1h 13 minutes et 2 secondes, quasiment 10 minutes d'avance sur son dauphin. Il y avait quand même fort vent, hein, quoi. Du coup c'est assez dur de courir régulièrement, quoi, hein. Surtout que j'étais tout seul, du coup il n'y a pas l'effet paquet, quoi, hein. Donc où tu peux te protéger un peu. Mais satisfait, quoi. C'est toujours bien de faire une course pleine comme ça, quoi. Impossible de tenir Damien. Depuis OEA, ça fait peut-être 3 ans, là, il est en pleine forme. Je savais qu'ils allaient lâcher au 11e kilomètre. Hein, quand tu pars trop vite, si tes jambes ne tiennent pas, ben, ils vont lâcher. Les ravitaillements n'y changeront rien. À partir du 15e kilomètre, Lauriane Biche perd du terrain. Fiévreuse depuis le début du week-end, elle doit s'incliner. Pauline Moreau, elle, avait les ressources. Lauriane, elle s'est accrochée. Je me suis dit, oh mince, il y a du vent, elle est calée dans le peloton, elle va être bien. Et moi, du coup, je me suis retrouvée toute seule. Mais du coup, j'ai opté pour gérer ma course à la vitesse prévue, la vitesse cible. Loin de la victoire, pour beaucoup, l'essentiel était ailleurs. Damien, il arrive, il va nous lâcher. Seul avec son cœur et ses tripes, la course à pied, c'est avant tout un dépassement de soi. Autre fait marquant du week-end, la dernière étape de la Hawaii Kinuiva à Solo. On vous en parlait hier, finalement le parcours a été modifié, les rameurs ne sont pas allés à Moorea, mais ils ont bien effectué les 42 km. Arihoe, vous avez fait un focus sur le gagnant, il a un palmarès impressionnant. Oui, c'est belle, on ne le présente plus. Kevin Serran Jérusalemi est devenu une figure emblématique du VA. Son coup de rame aussi parfait que puissant lui a permis de remporter la Hawaii Kinuiva à Solo. Il s'est entraîné sans relâche pour revenir au top niveau et le choix de son matériel a également joué un rôle important durant les dernières courses. David Chong l'a rencontré juste avant la compétition. La donne a changé dans le monde du VA. Le quintuple vainqueur du Te Aito est de retour. Kevin Serran Jérusalemi a renoué avec le haut du panier. Il l'a prouvé pendant la Save VA face au gratin de la discipline.
Plus je me lançais dans la course, plus j'étais bien et je me suis senti comme avant, comme quand j'étais au top. Et je me suis dit, j'ai peut-être une carte à jouer ce jour-là. Et donc j'ai tout donné, je me sentais bien et j'ai joué les 4 qu'il fallait jusqu'à la fin. Le rameur a repris petit à petit le chemin des entraînements, voilà déjà plusieurs mois. Ma préparation s'est passée plutôt à Huahine avec mon équipe. Depuis qu'on a repris ensemble avec l'équipe de Team Huahine, on s'entraîne quand même assez dur. Je m'entraîne mieux aussi que les années précédentes. Donc j'ai plus de motivation aussi encore cette année, vu qu'on a sorti un nouveau modèle avec Faye. Ce nouveau modèle, il en est le seul détenteur pour l'instant. De la fibre de carbone, certains accessoires ont été repensés. L'embarcation pèse 7 kg, mais si la pirogue est plus légère, le rameur aussi doit faire un effort. Kevin s'était donné comme objectif de perdre 12 kg et retrouver son poids de forme, celui qu'il avait lorsqu'il était au sommet. Du coup, 7 kg pour le moment, c'est pas suffisant, mais c'est le truc qui est le plus dur pour moi, c'est de perdre du poids, m'entraîner, ça va. Et perdre du poids à la fourchette, ce qui se passe dans l'assiette, c'est dur. Comme tout champion qui se respecte, Kevin avait les yeux fixés sur la compétition qu'il n'avait pas encore remportée, la Hawaii Nui Solo, une course où la maîtrise du surf est primordiale. Pour moi, je suis plus quelqu'un qui rame dans le houti, après qui essaye de varier suivant les conditions. S'il y a du surf, je monte plus en rythme. Mais sinon, mon coup de rame de base, c'est vraiment le houti. Comme je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de cardio, j'essaie de compenser avec ma puissance et mon coup de rame. Et lorsque l'on fait les efforts nécessaires, souvent le travail paye. Le champion a été régulier pendant la Hawaii Nui Solo. 3 deuxièmes places qui lui ont valu sa victoire au classement général. Un titre de plus à son palmarès déjà bien rempli. Et en cyclisme, les coureurs du Tour Tahiti Nui ont bouclé les 6 étapes prévues depuis le début de la semaine à Lihue. Les participants ont pédalé plus de 600 km à la chasse du maillot jaune. À l'issue de la dernière étape hier, c'est le Calédonien Ryan Lacheny qui l'emporte chez les hommes et Elodie Touffet chez les femmes. Petit résumé de cette dernière journée sur les images de Jacques Damour. Elodie Touffet intouchable sur le Tour Tahiti Nui. Elle remporte haut la main cette énième édition chez les dames. La dernière étape se termine sur le goudron du front de mer. Chez les hommes, le maillot jaune reste sur les épaules de Ryan Lacheny. À 22 ans seulement, il est le grand vainqueur du Tour Tahiti Nui 2023. Alors, quelle a été la plus grosse difficulté de cette compétition ? C'est de boucher les 3 minutes qu'on avait dès la deuxième étape. On l'a fait petit à petit avec un gros travail d'équipe et ça a payé et on est fiers de ça. C'est sous la pluie que cet événement s'achève. Un événement qui demande une capacité d'adaptation face aux conditions météorologiques. C'est jamais des conditions qu'on adore, qu'on affectionne, mais voilà, ça fait partie du sport et il faut se battre avec les conditions climatiques. Cette année, le maillot jaune est donc calédonien, mais à noter que Ryan Lacheny a pédalé sous les couleurs du Pire Air Cyclisme. Les Tamari Punarou, composés de Kahiri Ndeleu, Olivier Leroy, Romain Raoussé et Frédéric Martinet, prennent la première place du classement par équipe. Sibel. Alors on quitte le cyclisme, mais on reste en 2 roues. À seulement 6 ans, Aomana Besser est un véritable espoir du motocross. Oui, Sibel, mordu depuis son plus jeune âge, c'est à 2 ans qu'il met les pieds sur des pédales pour la première fois. Très vite, il bascule sur une moto et devient le pilote incontournable de sa catégorie. Cette année, les choses sérieuses commencent pour lui puisqu'il représentera le Fénois pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. On voit tout de suite son portrait. Toujours en quête de vitesse, Aomana Besser, 7 ans, est déjà sur les traces des plus grands. Surclassé dans la catégorie au-dessus, il doit tenir la cadence. À ce niveau, les risques sont plus importants, mais la maturité de Aomana sur le terrain fait de lui un pilote déterminé et toujours prêt à se relever après chaque chute. J'ai fait un gros crash parce que quand j'ai freiné, je commence à pas toucher le frein et je suis allé dans le caniveau. Son talent a fait mouche. Dans le collimateur de la sélection depuis quelques mois, Aomana numéro 3 s'envolera pour une première échéance à l'international, la toute première de sa carrière, destination la Nouvelle-Calédonie. À l'unanimité, les présidents du club ont vu un peu ce qu'ils faisaient dans la catégorie MX3 avec des motos de plus haute cylindrée. Et je pense que c'est tout ça qui fait qu'on l'a choisi.
Précoce et talentueux, il fait désormais partie des meilleurs pilotes de Tahiti et doit suivre le rythme d'entraînement des plus grands, peu importe les conditions. Conditions très extrêmes avec beaucoup de boue et la pluie qui vient de tomber, donc ça accentue la difficulté. Ils ont un niveau actuellement bien, même très bien. Donc les deux élites, ils sont premiers et deuxièmes du championnat. Les petits, ils sont en tête dans leur catégorie respective. Donc oui, nous sommes prêts à aller affronter la Calédonie. Affronter la Calédonie, oui, mais nos jeunes espoirs voient encore plus loin. Les trois copains Aoumana, Kahiki Dubois et Keinoa Leihache, les plus jeunes de la sélection, s'apprêtent à vivre une première expérience enrichissante. Ça va être une autre expérience et un autre niveau. C'est quoi le résultat que tu espères? De tuer le podium. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la sélection pour partir en Nouvelle-Calédonie? Ça fait de combattre les autres et de ramener la coupe à la maison. Le grand départ pour la Nouvelle-Calédonie est prévu le 29 septembre. Aoumana et toute l'équipe devront se battre pour amener la coupe à la maison. Mais une chose est sûre, le motocross polynésien a un bel avenir, car la relève est assurée. On leur souhaite bien sûr bonne chance. En football, la sélection tahitienne féminine d'un moins de 16 ans s'est inclinée en demi-finale hier soir face aux Fidjiennes. Les joueuses de Xavier Samine ne déméritent pas. Après 90 minutes de jeu, c'est finalement au tir au but qu'elles perdent 3-2. Et puis voilà, Sibel, c'est tout pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. Un grand merci à Rihoé, voilà qui referme notre rubrique Tout à Sport. Et comme promis, on vous emmène à présent 25 ans en arrière au Tuamotu à Rangiroa. Notre reporter Anne-Christine Roth s'était intéressée au motu Otepipi. À l'époque, les habitants étaient plus mobiles et la notion de rahui prenait tout son sens. Regardez. Otepipi, au sud de Rangiroa. Il ne reste plus rien, ou presque, de l'ancien village. Tout juste quelques tôles rouillées et perdues, au milieu des broussailles, une église. Du temps de sa splendeur, Otepipi était un des chefs-lieux de Rangiroa. C'est dans les années 70 qu'il a été progressivement abandonné. Louis est le petit-fils de l'ancien maire. Enfant, il est allé chercher des blocs de corail pour la construction de l'église. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Ouais. Tandis qu'à l'époque, c'était un grand village pour les habitants. Ouais, c'était joli. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de monde. Tous les gens d'ici sont dispersés dans tous les 4 coins de la Polynésie. À l'époque, Rangiroa était divisé en 4 secteurs. Toute la population migrait de l'un à l'autre avec un but bien précis, récolter le copra. C'est le conseil des anciens qui donnait le signal de départ et aucun retardataire n'était toléré. On préparait les animaux, les cochons, le poulet, le canard, le chat, le chien. Et avec les hommes, tous on embarquait en même temps sur les voiliers. Et de là, on allait jusqu'au secteur qui était resté interdit un moment pour que la reproduction s'effectue le mieux possible. Ces migrations saisonnières permettaient d'instituer un système de jachère. Mais peu à peu, les bateaux qui achetaient le copra ont exigé d'être livrés toujours au même endroit, près de Tiputa et Avatoru, et les habitants se sont sédentarisés. Hélène est une des dernières à être venue à Otepipi dans les années 80. À l'époque, une vingtaine de familles récoltaient encore le copra ici. On allait à la messe le dimanche et puis le dimanche, on se voyait avec toute la famille qui habitait ici. On se rassemblait.
Aujourd'hui, Otepipi est livré aux fantômes du passé. Seule l'église est encore entretenue par des fidèles qui viennent en pèlerinage une fois par an. À vos agendas maintenant, l'actualité de la semaine sera marquée par l'accueil des dirigeants du Forum des îles du Pacifique par Joe Biden à Washington. Jeudi, ce sera l'ouverture de la foire agricole et vendredi marquera l'ouverture du Salon du tourisme, mais aussi les 300 jours qui précèdent les Jeux olympiques. On arrive au terme de cette édition marquée par le retour de la jeune Keiko Chen. Après des soins dans l'Hexagone qui lui ont permis de guérir d'une leucémie, elle a pu apprécier ce matin les saveurs de Tahiti au marché de Papeete. Demain en radio, il sera question d'agriculture dans l'invité café. Le ministre Taïvini Teae sera interrogé par Ibrahim Ahmed Azi. Au programme de votre soirée sur la première, la série The Luminaries, une histoire d'amour, de meurtre et de revanche, puis le film 10 Cloverfield Lane, un thriller de science-fiction américain. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, retour sur la victoire de Kevin Serran-Jérusalemi en Va'a. Nous en parlions à l'instant. Ainsi s'achève cette édition. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahu à la présentation de vos journaux. Très belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet